Yes, so following this morning's presentation on housing affordability and affordable housing, we will discuss this afternoon the relationships, tensions, contradictions between housing affordability and the ecological transition. And this debate, bringing together researchers and also local actors, is part of the program of Grenoble Green Capital 2022. So we will, as you can see, we also have the poster for this. We will first discuss about this, about how this link can be made between the Redwell conference and the other events that are part of Grenoble Green Capital 2022. And then we will welcome several contributors to this discussion. So first, I will introduce the four of them, and then I will introduce four more. I think we have 8. If I'm good with numbers. So Charles Ambrosino. Sorry, we don't have the names here on the table. Is professor at the Institute of Urbanism and Alpine Geography and researcher at PACT, and he's a member of this scientific council of Grenoble Green Capital. Then we will listen to Leandro Madrazo, that most of you already know, who is the coordinator of the Redwell program and also, or first and foremost, professor at La Salle University, so professor of architecture at La Salle University in Barcelona. And then we will listen to, and we have the pleasure to welcome Nicolas Beron-Perez, who is an elected representative of the city of Grenoble and of Grenoble Metropolis. So I will maybe tell your function in French because I'm not sure how to translate it. So, conseiller municipal, délégué au logement, vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, chargé de l'habitat, du logement et de l'hébergement. And to start with, we also have at the table Michel Daran, who is the president of Un Toit pour Tous Association, that she will talk about more in detail. That is une agence immobilière à vocation sociale, so a social rental agency, in a local one in Grenoble. And also she is a researcher in political science, no? Okay, so thank you very much for being here. So I will introduce the other panelists later on, and I would like to give the floor to Charles, who will start the discussion. A very brief start. Okay, merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais être extrêmement bref parce que il faut donner la parole aux collègues dont la spécialité est la question du logement abordable dans le cadre de la transition écologique. Simplement vous dire que je suis au nom du conseil scientifique de Capitale Verte extrêmement content de pouvoir être là avec vous. Peut-être juste vous donner quelques mots. C'est un moment important pour Grenoble Capitale Verte car c'est le mois de décembre et le mois de décembre est progressivement en train de se terminer. Vous le savez peut-être, dans le cadre de cet événement européen, la ville de Grenoble a dès le début voulu s'épauler d'un conseil scientifique regroupant un certain nombre de chercheuses et de chercheurs sur différents domaines pour pouvoir rythmer l'événementiel de la Capitale Verte mensuellement autour de thématiques très simples, l'eau, l'air, la mobilité, l'énergie. Et le dernier mois, celui-ci, le nôtre, celui qui nous concerne, c'est habiter la ville de demain. L'objectif, il était très simple, il est toujours très simple, c'est d'aller solliciter la parole des chercheurs dans des moments de médiation avec le plus ou moins grand public. Le grand public de ceux qui habitent le territoire, le public de ceux qui le font, les techniciens, comme cet après-midi, et le public des élus. Bref,
aller à un moment trouver des plateformes pour pouvoir discuter de cette question de l'habité de la ville de demain avec une certaine humilité. On a essayé de développer plusieurs formats. On a misé là-dessus pour le mois de la ville verte. On s'est dit, premièrement, tiens, habiter la ville de demain, c'est peut-être renouer avec la question du vivant. Il se trouve qu'à Grenoble, c'est intéressant puisque nous sommes une plaine urbanisée, certes, mais au pied des montagnes. Et la Bastille, qui est cet élément que vous avez peut-être pas loupé quand vous êtes arrivé à Grenoble, pour les non-grenoblois, c'est cet éperon rocheux qui arrive dans la ville. Ben, c'est un formidable conservatoire, si vous voulez, de la biodiversité, mais c'est aussi le site touristique le plus visité de l'Isère. C'est donc un lieu où s'invente ou se réinvente le contrat, si je puis dire, entre la culture des hommes et la nature, dans ce cas-là de biodiversitaire. C'est aussi un lieu où se pense la question du réchauffement climatique, puisqu'à travers la Bastille, ben, on voit comment dans les Alpes, l'accélération du changement est visible, comment on peut l'observer, comment on peut en discuter. On a déambulé avec une cinquantaine d'habitants de Grenoble et de la région métropolitaine. Ça a donné lieu à des débats absolument extraordinaires. On a voulu aussi renouveler un peu les questions d'habiter la ville de demain en se demandant comment la société civile se pose cette question-là, et on a travaillé avec les conseils de développement de la région urbaine grenobloise. C'était hier soir. Et là, c'était un débat extrêmement intéressant avec comment certaines franges organisées de la société civile, lorsqu'elles se posent la question, pas simplement à l'échelle de mon chez-moi, à l'échelle de mon quartier, mais à l'échelle d'une métropole, ça veut dire quoi habiter une ville, et puis de manière prospective, quand on est non-expert. Quels sont les savoirs qu'on mobilise? Quelles sont les représentations que l'on a du territoire, ce que l'on habite en montagne, dans le périurbain, dans la ville dense, avec ces questions qui nous sont communes et puis qu'on prend un petit peu en pleine face ces derniers temps. Oui, et le réchauffement, il est là. Oui, la crise énergétique, elle est là. Et donc, du coup, comment on fait ensemble? Aujourd'hui, on travaille avec des techniciens, des gens qui pensent la question du logement à l'heure de la question de la transition. Et je pense que c'est assez central. Et nous clôturerons cet événementiel un peu de médiation scientifique la semaine prochaine. Donc, je vous invite toutes et tous, les collègues qui viennent de partout en Europe, mais également les collègues grenoblois, à l'Institut d'urbanisme, donc dans l'autre beau amphithéâtre que nous avons, l'amphitéritoire, à 18h30 mercredi prochain, juste avant les vacances. On discutera d'un urbanisme favorable à la santé et on aura la chance d'accueillir des experts sur la question, ainsi que la fondation AIA qui en a fait véritablement son objet. Donc, c'était très brièvement vous exposer dans quel cadre s'inscrivait cette table ronde qui est à double échelle, à la fois dans Capitale Verte. Et on remercie vraiment les organisateurs, les organisatrices, Adriana, je vois Paulette aussi, et tous les collègues qui ont contribué très largement au succès de l'entreprise. Mais c'est aussi à l'échelle du colloque Ridwell qui est en train de se clôturer, si j'ai bien compris. Alors j'avais pour commande aussi pas d'introduire, non, parce que là c'est pas possible, c'est pas mon sujet, c'est pas mes marottes, mais la question du logement à Grenoble à l'heure de la transition. Peut-être vous parler de Grenoble en 3 mots, vous dire que ce qui est assez intéressant sur le territoire grenoblois, c'est que la question de la transition n'est pas nouvelle ici. Elle a commencé avec celle du développement durable. Et sur le territoire grenoblois, au moment où, dans les documents d'urbanisme, par exemple, l'on met en place avec la loi urbanisme et solidarité, non, attendez, la loi de 2000, c'est la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, on consacre l'idée de développement durable dans les documents d'urbanisme. Sur le territoire grenoblois, c'est assez intéressant parce que c'est en effet notamment l'échelle du logement qu'on s'en est saisi, et notamment l'échelle de la performance énergétique dans le logement. On a fait de Grenoble une sorte de démonstrateur de ce qu'on pouvait faire de mieux dans la production de logements performants en matière d'économie d'énergie. On a sophistiqué ça dans des projets qu'aujourd'hui, je pense à la presqu'île scientifique, à un certain nombre de ZAC. Et je crois que de ce point de vue-là, le territoire grenoblois est devenu un lieu pionnier où même les métiers, les filières ont été bousculés en vue de se réinventer un petit peu. Mais c'est vrai que ces territoires un peu démonstrateurs, c'était des territoires où il fallait souvent produire du logement neuf. Et d'autant plus aisé d'être performant lorsqu'on produit du logement neuf. Une autre facette du territoire grenoblois, et ça je crois que les acteurs le connaissent bien, c'est que Grenoble, c'est une ville dont il est toujours bon de rappeler que les 3/5 de la surface urbanisée de la plaine de Grenoble font irruption, sortent de terre entre 1954 et 1965. C'est une période
pas la plus glorieuse en termes de qualité énergétique dans le stock de bâtiments. Et aujourd'hui, quand on regarde le panorama construit, l'offre de logements à Grenoble, la question elle est là, c'est comment on transforme l'existant. Et je crois que les collègues qui travaillent sur la question du logement, aujourd'hui, pas qu'à Grenoble bien évidemment, mais peut-être plus à Grenoble qu'ailleurs, parce qu'il est vrai que les configurations géomorphologiques, climatiques, les amplitudes thermiques, de ce point de vue-là, posent des vraies questions, notamment sur la ville existante, cette ville des années 60, 70, qui d'ailleurs, quand on sort un petit peu du logement, montre énormément de qualité. Je crois que l'épisode du confinement nous l'a bien montré. Dès lors que nous étions confinés chez nous et que nous avions 1 kilomètre pour pouvoir sortir, on s'est rendu compte quand même que la ville des années 60, 70, celle qui organise une grande partie du paysage urbain de Grenoble, c'était une ville souvent assez verte. Une ville qui a des propriétés paysagères insoupçonnées et insoupçonnables et qui nous ont peut-être poussés, rebousculés, et peut-être aussi sur la place grenobloise, pour faire plusieurs choses. Peut-être dépasser l'échelle du logement en se disant que ce qui le rend abordable, premièrement, on l'a tous expérimenté lorsque nous étions confinés, c'est sa grande réversibilité à l'intérieur de l'organisation du logement. Mais c'est aussi la capacité à prolonger le logis dans les équipements de proximité, des espaces ouverts de proximité, repenser, comment dire, le lien entre le lieu où l'on habite et l'environnement direct dans lequel on habite. Et à Grenoble, je crois qu'il y a matière à vraiment réfléchir à la question. On est très très bon pour penser techniquement le logement, et on est peut-être un petit peu moins bon pour le penser dans son adéquation avec l'espace public, avec le paysage ordinaire, et encore plus avec le grand paysage. Ce matin même, et je conclurai là-dessus, j'étais dans un autre événement Capitale Verte sur la question de comment reconquérir les berges à Grenoble. Et le point de départ de la discussion, c'était en 2014, une étude a été menée qui pointait le fait qu'il y avait 3 jours et demi de canicule. En 2050, au bas mot, ce seront 45 jours de canicule sur le territoire de Grenoble. Habiter Grenoble, c'est certes se loger, mais ça sera probablement demain comment se rafraîchir. Et en termes d'inégalité socio-spatiale, c'est très simple. Les plus exposés sont les personnes les plus précaires, les plus exposées au phénomène de réchauffement de la ville. Car tout le monde n'a pas une voiture pour pouvoir s'extraire de la plaine grenobloise, pour pouvoir aller auprès d'un lac, d'un cours d'eau. Et la question de l'existant en termes paysagers, à penser avec le logement, à penser avec les espaces publics, c'est très probablement, je pense, l'un des grands chantiers de la ville, des villes et de la métropole de Grenoble. C'est ça aussi, habiter la ville de demain et peut-être sortir parfois d'une logique un petit peu tubulaire d'un point de vue professionnel. Donc, voilà, je vous l'ai dit, ce n'était pas une introduction, c'était une manière de nous interpeller collectivement. Je m'arrête là-dessus et je nous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci beaucoup, Charles. Donc, je vais passer la parole pour rester peut-être sur le territoire grenoblois et plus particulièrement regarder de plus près la question de l'habitat et les politiques locales de l'habitat. Donc, je vais passer la parole à Nicolas Béron-Pérez. Merci, bonjour à toutes et à tous. Moi, quand j'ai vu le titre Logement abordable dans la transition écologique, la première chose que je me suis dit, c'est qu'en fait, on n'était pas dans le bon cadre du sujet, de mon point de vue. En fait, je pense qu'il vaudrait mieux parler justement de l'habitat abordable dans toutes les dimensions de ce que veut dire l'habitat, en termes de comment est-ce qu'il s'intègre dans son habitat urbain ou paysager, etc. En termes de logement, c'est-à-dire une unité, voilà, qu'on est en capacité de mesurer, qui répond à des normes bien précises, mais aussi en qualité de lieu d'habitation, c'est-à-dire le lien à l'intime, donc comme ça a été rappelé sur la question du confinement. Et donc c'est pour ça, lorsque j'ai pris mes responsabilités à la métropole, j'ai bien tenu à avoir justement les 3 notions, d'une manière ou d'une autre, même si elles font des références à d'autres choses, habitat, logement et hébergement, car on est bien dans ces 3 dimensions-là. Ensuite, je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est plus dans la question de la transition écologique, mais on est vraiment dans la rupture écologique. Pour une simple et bonne raison, c'est que la crise du logement que traversent tous les pays, qui était tolérable, le différentiel entre l'offre et la demande, aujourd'hui, même les promoteurs, c'est-à-dire ceux qui avaient un intérêt immédiat à maintenir cette tension, aujourd'hui sont en difficulté pour produire du logement. Et donc même eux se posent les questions, comment est-ce qu'on va construire du logement, qu'il soit abordable ou non, comment est-ce qu'on va rentabiliser nos investissements. Donc cette crise,
elle est là. Plus personne ne peut la nier. Et du coup, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on est en capacité d'ingurgiter vraiment toutes ces contradictions. Donc moi, je me présente souvent comme un élu à la pénurie de logements, à la pénurie de budget, à la pénurie de ressources pour produire du logement, que ce soit en termes fonciers, que ce soit en termes budgétaires. Mais là où il n'y a pas de pénurie, c'est sur la demande et le besoin de logement. Être élu, c'est agir dans un cadre contraint et contradictoire en permanence. Il y a le cadre contraint de l'histoire, le temps long, donc ça a été dit. Voilà, le fait que la métropole est un outil quand même récent en termes d'affirmation de politique publique, qui tient compte des divergences de production de logements de chaque commune. Certains avaient fait le choix de produire beaucoup de logements sociaux pour répondre à des besoins de main-d'œuvre ou juste pour répondre aux besoins de loger les gens. D'autres avaient fait le choix de ne pas en produire et de rester dans un entre-soi. Donc aujourd'hui, on a une diversité de territoires et de communes qui sont traversés par différentes contraintes et par différentes contradictions. On a un territoire aussi où les risques, que ce soit technologiques ou industriels, sont nombreux. Je crois qu'il y a juste le risque de tsunami qui n'existe pas sur la métropole, il me semble. Et ensuite, on est dans un cadre encore plus contraint parce qu'il y a une législation qui s'impose, qu'on le souhaite ou non. Elle arrive, donc c'est par exemple la zéro artificialisation nette des sols, c'est-à-dire on arrête de consommer et de s'étendre, et on reconstruit la ville sur la ville, on retravaille sur les dents creuses, avec toutes les contradictions que ça impose. Du coup, îlot de chaleur, comment intensifier, est-ce qu'on doit intensifier, est-ce qu'on doit densifier, comment est-ce qu'on produit. Ensuite, par exemple, dans le parc privé, donc il y a les fameux DPE A, B, C, D qui doivent donner la performance énergétique. La loi va imposer que les logements catégorie F et G, c'est-à-dire les plus consommateurs d'énergie, les passoires énergétiques, en 2025, plus en 2030, on ne pourra ni les mettre à la location, ni les revendre. Donc, ce qui veut donc dire qu'on va avoir un certain nombre de logements énergivores dans le parc public ou privé, en fait, où il va se passer un choc si on ne le rénove pas. Donc, dans ce cadre-là, comment intervenir dans le neuf, dans l'ancien, pour répondre à ce besoin nécessaire qui est se loger et habiter. Donc, il y a des passerelles qui existent. Donc, ça a été évoqué, le logement d'abord. Donc, du coup, c'est comment est-ce qu'on arrête d'inscrire les publics dans des dispositifs spécifiques en disant qu'ils doivent passer des étapes supplémentaires pour pouvoir être logés. Et donc, du coup, c'est ce qu'on essaye de faciliter, donc avec de nombreux intervenants et de nombreux dispositifs spécifiques. Donc, ils ont des acronymes imprononçables à chaque fois, et donc c'est de la dentelle. Donc, il y a rapprocher l'offre et la demande pour répondre à ces besoins. Il y a tout l'enjeu d'intervenir sur le tissu existant, donc c'est toutes les politiques publiques qui sont mises en œuvre de réhabilitation, les maisons individuelles, qui sont un des premiers postes d'émanation de gaz à effet de serre et de consommation très important. Les politiques publiques en direction des copropriétés dégradées, qu'elles soient à la fois dans le parc privé ou dans le parc public. Et après, c'est dans le neuf. Donc, vous avez sûrement dû entendre parler de deux projets. Donc, l'un par Grenoble Habitat qui s'appelle ABC sur la presqu'île. Donc, du coup, qui a nécessité beaucoup de fonds et d'investissements budgétaires. Donc, qui a permis, par exemple, d'avoir des bâtiments qui sont quasiment autosuffisants. Donc, 70% par exemple de consommation en eau ou en énergie produite par le bâtiment. Il y a le hautbois, dans lequel c'est des matériaux biosourcés qui ont été, enfin c'est du bois quoi, avec une échelle, une tentative d'industrialisation et donc du coup d'expérimenter un certain nombre de choses pour construire, mais du coup ça demande beaucoup de budget et d'investissement des bailleurs publics. Et donc, du coup, ça, c'est des choses qu'on aimerait pérenniser, mais c'est pareil, c'est que du coup, aujourd'hui, il n'y a pas d'acteurs industriels implantés sur le territoire. Il y en a d'autres qui ont réussi à se doter d'une infrastructure industrielle pour produire, mais ils ne sont pas forcément sur le territoire métropolitain. Après, il y a le réel. Le réel, c'est que 70%, par exemple, des demandeurs de logements publics, aujourd'hui, donc 70% des métropolitains peuvent demander un logement public. Ça, c'est la base. Mais parmi eux, les 70% de ces demandeurs, ils sont en dessous des ressources.
C'est-à-dire ils n'ont pas les ressources nécessaires même pour accéder au logement public. Donc ça veut dire le décalage qu'il y a entre même l'offre publique et la réalité de la précarité dans laquelle vivent les métropolitains. Le deuxième, c'est qu'il y a un décrochage entre le prix du foncier et la capacité de devenir propriétaire sur la métropole. Donc ça, c'est les données. En fait, ça va devenir quasiment impossible pour des métropolitains, quels que soient, d'habiter et de devenir propriétaire. Enfin, c'est aussi l'incapacité structurelle, et je le dis tranquillement, de l'intégralité des acteurs dans la chaîne de production du logement à ne pas réfléchir par silo. Et donc, chacun d'entre nous, on est dans des dispositifs bien particuliers qui répondent à des enjeux bien particuliers et on n'a pas l'occasion de réfléchir vraiment à quelle serait la synergie cohérente pour loger tout le monde. Donc, je rappelle, il y a des dispositifs spécifiques pour les réfugiés, il y a des dispositifs spécifiques pour les locataires avec titre de séjour, etc., etc. Il y a des dispositifs spécifiques d'intervention dans l'ancien, de création dans le neuf. Et aujourd'hui, il y a un décalage total, de mon point de vue, entre les aspirations qui ont été données, par exemple, sur la Convention citoyenne pour le climat sur la ville de Grenoble et la métropole, et sur notre capacité de politique publique à transformer ces aspirations en des politiques publiques efficaces. Donc, on est à la croisée des chemins aujourd'hui entre justement ce besoin de transition et en fait face à un paradigme nouveau qui est celui vraiment d'une rupture. Et hier, des personnes de la société civile organisée, de promoteurs par exemple, qui nous disaient « Oh, il y a trop de régulation », aujourd'hui, c'est les premiers à demander une intervention des pouvoirs publics. Donc, on est dans la contradiction même qui aujourd'hui va se résoudre assez simplement. Le choc post-Covid, en fait, n'était pas qu'un choc, ça va devenir structurant. Et aujourd'hui, l'intégralité des acteurs de la production de logements se pose vraiment la question de qu'est-ce qui va arriver demain. On est dans l'incapacité d'anticiper. Et donc, aujourd'hui, il va falloir remettre l'intégralité des modalités d'intervention à plat. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour avancer un petit peu plus dans la discussion et peut-être focaliser davantage, donc au-delà de l'ensemble des thématiques que recouvre la transition écologique, donc on va focaliser davantage sur la question énergétique, de rénovation du bâtiment. I will pass the floor to Leandro Madrazo, who will talk about these issues. Yes, you can take that mic. I have prepared, upon the request of Adriana, to be here and to bring some issues about building renovation related to our project, Ridwell, but also in the overall European framework. And I have prepared only 3 points, very briefly, just with the purpose of discussing these issues here on the table. So I will be very, very brief. So I have prepared 3 points, which are, first of all, the current European legislative framework to promote building renovation. The second point is the meanings of the term renovation. And the third one, what needs to be renovated. So about the first one, European legislative framework that I guess everybody is familiar with, just to remind a few facts and dates. After the European Green Deal announcement in December 2019, building renovation has become a priority to achieve carbon neutrality by 2050. 1 year later, in 2020, the Renovation Wave strategy was launched with the purpose of decarbonize the building stock. A year later, in 2021, came the Fit for 55 package, which is a set of proposals to revise and update the European legislation in all the member states to adapt it to the climate objectives established by the European Council. The recast of the Energy Performance of Buildings Directive, published in December of 2021, is part of this package. This new directive, which is currently in the stage of negotiation with the European Parliament, supports the gradual introduction of minimum energy performance standards to trigger the large-scale renovation of the worst performing buildings. This new directive includes instruments like the building renovation plans to encourage the private sector
to contribute to the upgrade of the building stock, particularly in residential buildings. Today, about 75% of the European building stock is considered to be energy inefficient, and most of these buildings will stand by 2050. Therefore, they need to be renovated. However, the renovation rate of buildings in Europe is on the average 1% of the building stock. To achieve the climate neutrality by 2050, we would need to double this rate. Large-scale, deep building renovation is therefore key to achieve climate neutrality. But these European policies are not only about reducing carbon emissions and energy consumption. As stated in the Renovation Wave program, buildings can be made healthier, greener, interconnected with a neighborhood district, more accessible, resilient to extreme natural events, and moreover, buildings can become smarter, whatever smart means, providing recharging points for e-mobility and bike parking, for example. The ultimate goal of this program is not only building renovation, but deep renovation, meaning achieving that a building is nearly zero emissions up to 2030, and finally zero emission by 2050. Building renovation is not only about energy and carbon emissions reduction, it's also about generating social, environmental, and economic benefits. The ultimate goal of this package is to facilitate a transition to a green economy, providing public money for the private sectors to move in that direction. However, at this point, we are facing two potentially conflicting realities. On the one hand, we have an unprecedented investment of public money to improve the housing stock. On the other hand, housing is more and more unaffordable for larger segments of the population. There are a number of questions that open up. How to avoid this division between those who will be able to improve the housing conditions and those who are struggling to have a dwelling. How to bridge this gap in this context of the renovation wave. Can building renovation trigger new dynamics that facilitate at the same time the affordability of housing? This apparent conflict between sustainability and affordability is a key issue in the research we are doing in the ReDwell project. That about the background that I guess most of you already know. Now about the second point, about the prefix RE, R-E. Renovation and refurbishment, retrofitting, regeneration, rehabilitation, restoration, repairing, and others are terms which are often used interchangeably. However, there are differences between them. Renovation is the process of making something look and function like new. It is bringing old buildings up to the standards we apply to new ones. Restoration is returning a building to its original state in the past. Rehabilitation means to add something new which was not in the original building, also preserving the original structure as when we change the use of a building. Refurbishing has connotations of decorating, cleaning, putting something in order. Retrofitting a building involves changing some of the systems or structure after the initial construction and occupation. Some of these terms may be used simultaneously in a renovation project, which may encompass both refurbishment and retrofitting, for example. The prefix re means again in a different way, and back to the way things were before. Renovating or restoring a building conveys appreciating the past, its past, the memories, individual and collective, and the intangible cultural values that a building or a group of buildings holds or treasures. Assessing a building from the perspective of the present means reintegrating it into the present, adapting it to today's needs. We renovate those buildings that have some value of meaning to us as individuals or collectivity, buildings for which we care. And at this point, I will start with the third point.
And actually, the third point has something to do with the reference that David did yesterday to Heidegger, the text Building, Dwelling, and Thinking, which I would like to refer. Building, Dwelling, and Thinking, Bauen, Wohnen, and Denken, was a lecture delivered by Martin Heidegger in Darmstadt in 1951 to architects and engineers gathered in the symposium Mensch und Raum, People and Space. Common sense dictates that we must first build and then inhabit. We can only inhabit a house when it is there. Heidegger, however, reverses this order. First, we have to learn how to inhabit to be in the world, and only then can we build. Looking at the etymology of the term in the Old German language, he came to the conclusion that to inhabit is the same as to build. To build is already in itself to inhabit, he said. Being and building cannot be separated. Around the concept of being, the Dasein, Heidegger overcomes the duality of buildings and people, of materials and immaterial structures. Now, going back to the first point, the current European legislative framework. And we can formulate here some questions now. Is this framework the expression of the way we as society want to be in the world? When we talk about renovation, is it only buildings that need to be renovated, or also ourselves, people and communities? Or perhaps both the physical structures and the ways of being in the world need to be renovated or maybe restored in order to recover some of the lost bonds with nature, for example. And I refer to your lecture yesterday. The title of the 2021 Venice Architectural Biennale was, probably you know, How Will We Live Together? This European legislative framework offers an opportunity to rethink how we live together in a shared place, the planet Earth. Finally, going back to Heidegger's lecture, we could renew the title of the lecture, Building, Dwelling, Thinking, and say that our task today is rebuilding, redwelling, and rethinking the way we inhabit the world. Merci, Leandro. Donc, nous avons prévu un quatrième petit point introductif. Donc là, nous sommes encore dans la partie introductive du débat. Et ensuite, on va échanger à partir de ces éléments introductifs. Et donc, ce quatrième point introductif, je pense, il fait le lien, ou il prolonge ce que Nicolas Béron-Pérez a déjà mentionné par rapport à la situation du logement dans la métropole grenobloise. Et je pense qu'on aura aussi quelques éléments peut-être, bon, j'espère concordants avec les données présentées par Jean-Claude Drian ce matin sur le logement social en France. Très rapidement, donc on regrette l'absence de René Balin qui aurait dû faire le lien entre cet autre événement inscrit dans le cadre de Grenoble Capitale Verte cette semaine, mais aussi dans les semaines qui ont précédé. Donc, c'est une rencontre organisée par l'association Un Toit pour tous et ses partenaires. Donc, un événement partenarial qui, cette année, était dédié à cette question de la transition écologique en lien toujours avec les plus vulnérables, donc la population qui fait l'objet des études de l'Observatoire de l'hébergement et du logement auprès d'Un Toit pour tous. Donc, c'est la partie observatoire, recherche, notamment des phénomène sur le département de l'Isère. Donc, c'est un peu plus que Grenoble, c'est la région grenobloise ou le département de l'Isère. Et donc, dans ce cadre-là, donc, il y a eu plusieurs webinaires auxquels ont participé aussi les bailleurs de l'Isère, donc les organismes de logement social, qui ont été aussi invités aujourd'hui, mais malheureusement, ils n'ont pas pu nous rejoindre. Donc, en revenant sur cet événement, je vais citer quelques éléments qui ont été déjà présentés il y a quelques jours, mais qui ont toute leur place, je pense, pour amener quelques données
un peu plus concrètes et aussi quelques enjeux qui ont été identifiés dans les discussions. Donc, comme vous l'avez compris, donc avant de vous montrer quelques chiffres, nous sommes en France dans le contexte qui a été dessiné par cette dernière loi climat et résilience de 2022 qui impose ou qui s'appuie fortement sur les DPE, donc ces diagnostics de performance énergétique, pour d'une part identifier la partie du parc qui doit disparaître, au moins disparaître du marché locatif, et pour guider les efforts de rénovation énergétique dont parlait aussi Leandro dans le cadre plutôt européen. Et donc, à partir des données des bailleurs de l'Isère, qui ne sont pas à 100% les mêmes que les données de Jean-Claude, mais c'est pas très loin. Voilà, donc par rapport à ces performances énergétiques, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, ce parc de logement social est en meilleur état du point de vue de ses performances que le parc locatif privé. Donc, il a fait l'objet de plus de travaux déjà d'entretien et de remise à niveau. Et donc, sur un parc de 4,8 millions de logements sociaux en France, qui représente quasi 18%, peut-être un petit peu moins, en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un petit peu moins, c'est 14% de l'ensemble des ménages qui vivent dans du logement social, mais il ne faut pas oublier cette loi de 2000 SRU qui impose dans les territoires, la plupart des communes, on peut dire, un pourcentage de 25% de logement social. Donc finalement, ces moyennes ne nous disent pas beaucoup sur la répartition de ce logement social entre les territoires. Et même si dans les métropoles et dans les grandes villes, on a donc cette obligation de 25% du parc, les besoins sont beaucoup plus importants et les listes d'attente, donc ce qui est considéré au-delà du normal, dépasse 2 ans d'attente dans la région grenobloise, et c'est le cas aussi dans d'autres grandes villes, pour accéder à un logement social. Voilà, donc par rapport à ce parc, c'est aussi un parc qui concentre beaucoup de donc les populations les plus pauvres, comme on a vu aussi dans les présentations de ce matin, même s'il y a une bonne partie de ces populations les plus pauvres qui, pour différentes raisons, ne vivent pas dans le logement social, mais plutôt dans ce logement locatif privé qui a donc des caractéristiques inférieures en ce qui concerne ses performances énergétiques. Donc là, en ce qui concerne donc l'ensemble du parc de logement social, on voit que les catégories F et G, donc ce qui est considéré comme passoires énergétiques, donc les moins bien isolés, qui sont amenés à disparaître de la location à l'horizon 2025, représentent ensemble 3% de ce parc. En Isère, donc dans la région grenobloise, alors que donc, cette partie représente presque 8% à l'échelle de l'ensemble du parc de logement social en France. Et si on regarde le logement locatif privé, ces pourcentages sont donc 10% de passoires énergétiques dans la région grenobloise et plus de 18%, donc presque 19% des passoires énergétiques dans l'ensemble du parc locatif privé français. Et ensuite, donc, un autre horizon, c'est 2034, où ce sont les logements en catégorie E qui sont amenés à évoluer ou à disparaître de la location. Et cela, donc là, ça représente 15% du logement social en France. Et donc ça met encore plus haut l'horizon en fait, d'évolution de ces pratiques. Et ça pose bien sûr beaucoup de questions. Je vais y revenir tout de suite. Et aussi, on regarde encore plus loin, 2050, ce sont les objectifs de l'accord de Paris, très ambitieux, qui, en ce qui concerne le logement, voilà, ça représente une diminution de plus de 10 fois
les émissions actuelles et la consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre. Donc, en ce qui concerne donc la rénovation, là, on a quelques éléments donc, par rapport à ce rythme de rénovation qui ont été cités donc, il y a 3 jours. 2000 à 3000 logements sociaux rénovés par an, mais c'est beaucoup en dessous de ce qui devrait être le rythme pour arriver à l'objectif 2034 et très insuffisant par rapport à l'objectif 2050. Bien sûr que cette rénovation mobilise des forces locales, donc des artisans, des entreprises, donc c'est aussi un moteur pour l'économie, mais ça pose la question d'un milieu économique local qui n'est pas en capacité à monter en puissance, à monter à l'échelle pour répondre à ces objectifs. Et bien sûr, peut-être qu'on va revenir tout à l'heure avec Tyne dans la discussion. Ça pose la question aussi, peut-être, de renouvellement des pratiques de la construction et de la rénovation pour tenir ce type d'objectif, sachant que, donc, avec les forces en présence et avec l'organisation des métiers et du milieu économique qui peut supporter cet effort de rénovation, actuellement, cela ne semble pas tenable. Et donc, enfin, en ce qui concerne les coûts de la rénovation, donc vous avez quelques éléments sur les coûts actuels qui sont bien sûr en augmentation. Donc, 40 000 € pour rénover un logement, ça devient 50 000 € en 2022, et donc les prix continuent à augmenter. Et ces prix sont assurés, bien sûr, par des aides de l'État, bien sûr, de la métropole en grande partie, et donc d'autres, donc du département également, de l'Union européenne. Mais ça représente pour les bailleurs sociaux environ 7,1% des coûts. Une grande partie, donc 1,9, seraient leurs fonds propres, qui sont aussi en tension parce que ces fonds propres sont utilisés aussi pour la construction de logements. Donc, on a vu qu'il y a des grands besoins encore de construire des logements. Et peut-être qu'on reviendra dans la discussion sur la mise en tension de ces budgets des bailleurs sociaux en France depuis 2018 et les politiques nationales qui ont limité fortement cette possibilité financière des bailleurs sociaux. Et enfin, 80% qui sont des emprunts à long terme qui sont aussi mis en difficulté par la situation économique et la fluctuation des taux bancaires dans le contexte actuel. Voilà, enfin, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Très rapidement, quelques pistes de réflexion par rapport à tout ça. Donc là, je reprends quelques éléments qui ont été mis en avant par René Balin. Les politiques, donc ces politiques de rénovation ne peuvent se faire sans prendre en compte les plus modestes. Et lorsque Un Toit pour tous parle des plus modestes, ce sont ceux qui dépensent plus de 70% de leurs revenus pour des dépenses qui sont imposées. Donc, pas forcément le logement, ça peut être aussi le transport. Peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure dans la discussion. Donc, tous ces coûts autour du logement, donc pas seulement les dépenses d'énergie, mais tous les autres coûts imposés. Et bien sûr, par rapport à ces coûts imposés, les coûts de l'énergie augmentent. Ensuite, voilà, le fait de mettre ensemble des objectifs sociaux et des objectifs techniques fonctionne pour réduire les factures pour les plus vulnérables. Mais il y a toujours donc cette limite liée à la montée en puissance, voilà, et les bénéfices réels et à long terme de ces rénovations sur les budgets des ménages qui sont plus incertains. Les grandes différences entre les locataires du parc privé et les locataires du parc public, que j'ai déjà mentionné. Et enfin, des questions qui sont posées par le rôle des acteurs locaux, donc des collectivités. J'ai posé la question tout à l'heure à Jean-Claude. En effet, ça serait plutôt
continuer de prolonger les politiques nationales, parce que ce sont les politiques nationales qui donnent cette impulsion, qui donnent aussi le plus de moyens, mais il s'agit aussi d'amener des financements complémentaires et surtout de mettre en marche, on peut dire, c'est peut-être pas la meilleure formulation, de mettre ensemble des acteurs locaux dans un système d'acteurs qui peut prendre en charge et pour répondre à ces enjeux. Et par rapport à ça, on peut dire que le contexte grenoblois est plutôt un terreau favorable à la création de ce réseau d'acteurs, avec toujours ces besoins d'amplifier, donc de monter en échelle, et aussi de prendre en compte les enjeux plus sociaux, aussi de justice sociale, pour voir finalement ces actions qui répondent aux enjeux climatiques, comment ils arrivent à ne pas pénaliser notamment les plus modestes, mais à répondre véritablement également à ces enjeux sociaux. Je ne sais pas si, Michel, tu peux continuer. Non, mais tu as vraiment... C'est bien, tu as tout dit, parce que moi, j'ai un avantage sur toi, c'est que j'ai le papier de René Balin. Donc, je peux attester que... Donc, il s'excuse, hein, je le remplace pas parce que, notamment parce qu'il était remplaçable. Mais non, vraiment, tu as donné les principaux points, mais tu as fait le tour de tous ces webinaires, donc qui ont eu lieu pendant tout le mois de novembre, hein, une fois par semaine. Il y avait différents acteurs grenoblois pendant 1 heure. Qui venaient exposer un des aspects de la question de la transition énergétique et du logement social et du logement privé et de l'accompagnement des ménages, des personnes et des ménages dans cette transition. C'est vrai que je dirais juste que effectivement, ici à Grenoble, alors ceux qui ne sont pas grenoblois, ben, ça leur fait une belle jambe, mais à Grenoble, enfin dans la région grenobloise, on a de la chance parce qu'on a une certaine antériorité. Ça fait longtemps que les acteurs, notamment la métro, mais pas uniquement, la ville aussi de Grenoble, voilà, se préoccupent de ces questions énergétiques, et des programmes comme Murmure sont des programmes qui ont une quinzaine d'années d'ancienneté. Et c'est un programme qui contrairement à certains programmes nationaux, il a une certaine stabilité, parce que la difficulté dans le bâtiment, c'est quand les programmes, les aides, etc., tout ça fluctue, ce qui fait que les acteurs, ils y vont et puis après ils s'arrêtent parce que c'est trop compliqué pour eux de continuer à investir dans cette incertitude financière ou budgétaire. Là, Murmure a essayé de garder le cap pendant 15 ans, même si ça a changé un petit peu de temps en temps. Il s'avère qu'un programme comme celui-ci, qui est très positif, il faudrait multiplier par près de 3, plus de 2,5, hein, l'investissement financier pour arriver à l'objectif de 2034 dont tu parlais. Donc, la marche est haute, quoi. La marche est haute, et il y a des tas de marches assez hautes à franchir, notamment et je m'arrêterai là, sur la question des professionnels du bâtiment. C'est pas évident du tout, hein, d'avoir des professionnels qui formés, hein, simplement. Bon, voilà, j'en dirai pas plus. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà pas mal discuté. Et puis aussi, ça peut-être le lien avec ce que je dirais tout à l'heure, sur la question des usages du logement et de la façon dont le bien habité peut être, débattu, enseigné. J'aime pas dire enseigné, mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a un travail à faire, notamment sur les plus précaires, les plus vulnérables, dont mon association s'occupe. Il y a, là aussi, la marche est assez haute, parce que la transition énergétique, c'est vraiment, en général, le dernier souci des populations que nous logeons. Voilà, mais on en reparlera tout à l'heure. Merci voilà, beaucoup. donc tu avais tout dit. Donc peut-être qu'on peut alors regarder de plus près la question du bâti. Donc on va avoir 2 autres temps. Donc après ces points introductifs, un regard davantage orienté sur la réhabilitation du bâti et les questions
pas seulement techniques, mais les différentes questions que cela pose. Et donc, je vais inviter aussi Gilles de Bizet à nous rejoindre. Gilles de Bizet est maître de conférence HDR à l'Université Grenoble-Alpes et chercheur au laboratoire PACT. Spécialiste des questions d'énergie, membre aussi du comité scientifique du colloque et participant aussi à une première table ronde Ridwell il y a 1 an, si je me souviens bien. Et voilà, et Michel va reprendre la suite tout à l'heure pour continuer. Est-ce que tu j'ai modifié. Good afternoon, everyone. I'm very happy to be here. I worked during a long time on buildings and building policies and building design, but now I'm working specifically on energy. So I will speak in French because I'm no more very familiar with the technical vocabularies in English relative to buildings, et je vais donc parler en français. Pour dire un mot, effectivement, je travaille en ce moment sur les questions d'énergie et sur les dimensions sociales de l'énergie dans la ville. J'ai piloté un gros programme sur les smart energy dans la ville, qui est pluridisciplinaire et qui a donné lieu à un ouvrage que je vous ai glissé en bas, qui s'appelle Local Energy Communities. Et on traite notamment dans cet ouvrage des questions d'autoconsommation dans le logement social. Voilà. Mais mon intervention aujourd'hui, elle va être, je dirais peut-être un peu en plus sur un survol, parce que j'ai pris au mot la commande qui m'avait été adressée par Adriana, c'est-à-dire comment peut-on concilier des logements abordables avec la transition énergétique. Alors pour ce faire, je vais l'approcher avec les méthodes qui sont les miennes, c'est-à-dire de suivre les flux, de suivre la matière. Un peu comme Mitchell propose de suivre le carbone pour comprendre comment nos sociétés sont nourries du fossile et comment il va être difficile de se sortir du fossile. Et là, spécialement pour la présentation, on va prendre la matière, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment, hein, si on le ramène, on le regarde physiquement, c'est une matière, des matériaux assemblés, transformés, qui vont ensuite prendre la forme particulière du bâtiment et qui probablement un jour sera démolie, démontée, et à nouveau cette matière-là, ces matières vont servir à produire d'autres bâtiments. Alors tout de suite, pour être dans un futur, celui de la neutralité carbone, pour vous dire que les objectifs de performance énergétique, tout compris, hein, c'est-à-dire en fonctionnement et en production à l'horizon 2050, c'est 16 kWh par mètre carré et par an de surface de plancher. Aujourd'hui, sur un bâtiment neuf, avec la nouvelle réglementation qui est en cours en 2022, on est à 130 kWh par mètre carré et par an. Et l'objectif en 2030, c'est de descendre à 96 kWh par mètre carré par an. Alors la descente de 128 à 96, on sait à peu près comment on peut la faire. On va utiliser essentiellement des techniques d'aujourd'hui. Par contre, pour passer de 96 kWh par mètre carré par an à 16 kWh par mètre carré par an, on ne sait absolument pas faire. Et la seule hypothèse un peu sérieuse qui semble plausible, c'est qu'on ait des bâtiments complètement réversibles demain. C'est-à-dire que les prochains bâtiments neufs, ceux qui seront réalisés en 2030, en 2040, soient des bâtiments démontables dont on puisse réutiliser une partie des composants, pas pour les détruire, les recycler, mais pour l'essentiel, pour les réemployer. Donc ça va dans le sens des filières que vous avez évoquées, hein, plutôt des filières bois. Ça va aussi dans le sens d'une décarbonation plus hypothétique de l'industrie de l'acier, de l'industrie du béton. Et là,
On a beaucoup de mal à voir comment on va arriver à ça. C'est des transformations qui sont profondes, surtout dans un monde concurrentiel avec le marché de l'acier est aujourd'hui mondial. Voilà, donc ça, c'était juste pour brosser l'horizon très très lointain. Mais si on parle d'aujourd'hui, et je vais plutôt me parler d'aujourd'hui ici, on peut, en suivant les matériaux comme vous l'avez sur le petit schéma, finalement identifier où sont les coûts. Voilà. Première poste de coût, c'est le foncier, on en a beaucoup parlé. Il y a le foncier pour lequel, je dirais, qui est intégré dans les politiques de logement, mais il y a aussi beaucoup de leviers dans les politiques d'urbanisme en dehors du logement. Par exemple, la réservation d'emplacements pour du logement social. Du jour au lendemain, juste le fait de faire cette réservation, on va diviser par 2 la valeur des logements. Ils vont sortir d'un schéma spéculatif. Donc voilà une façon très simple, relativement utilisée dans la métropole, même si c'est toujours compliqué de dire dans un quartier on va faire du 100% logement social ici. Mais voilà un exemple. D'autres exemples, d'autres cas sur le foncier, c'est de faire de la mixité à l'échelle des projets immobiliers et de demander à ce que 30, 40, voire 50% des logements de l'opération immobilière en accession soient réservés pour du logement social, pas du logement social en accession, mais pour un bailleur social public qui va gérer ensuite, être propriétaire et gérer ces logements-là qui seront plus ou moins, qui peuvent être intégrés dans la copropriété ou sur une parcelle juste à côté, puisque cette exigence, elle se fait par opération. Voilà encore une autre façon de réduire le coût du foncier, et je pense que M. Baron aura peut-être d'autres exemples à nous citer pour dire qu'il y a les politiques urbanistes vont contribuer à ça. Je poursuis le schéma Works Market, donc les marchés de travaux. Adriana vient de l'évoquer, c'est la grande difficulté aujourd'hui. Malgré le fait que dans l'agglomération grenobloise, on a à peu près démarré des politiques très intenses de rénovation du bâtiment, malgré ça, on a aujourd'hui une pénurie et on a un niveau relativement élevé par rapport à d'autres agglomérations de logements revus chaque année, mais on n'arrive pas à augmenter. D'autant plus qu'avec la crise énergétique, ces entreprises-là sont aujourd'hui accaparées aussi par le marché privé et pas seulement par les travaux dans le domaine public. Donc là, c'est des politiques territoriales de formation en direction du secteur de bâtiment, en direction des professionnels. Et puis c'est aussi, je dis ça parce que je suis un ancien enseignant en lycée technique du bâtiment, c'est aussi une reconnaissance, une valorisation de ces métiers, et a fortiori dans les collèges, dans l'éducation nationale, auprès de nos collègues enseignants au collège et en lycée, qui ont une très forte tendance à dévaloriser socialement ces métiers-là. Donc après, c'est assez difficile de revaloriser, mais déjà financièrement, il y a des efforts à faire, mais c'est aussi des changements d'image, des changements de paradigme à opérer. Ensuite, les marchés financiers, je crois que Jean-Claude en a bien parlé ce matin, de l'effet élastique du taux d'intérêt sur le financement et les prix du logement. Donc, d'un certain point de vue, finalement, la restriction du marché, c'est presque des taux, c'est presque positif, ça va faire baisser les prix. Ensuite, on arrive aux facilities, donc tout ce qui est la maintenance, les fournitures, les fluides, qui sont peut-être sur lesquels il y a des réductions à opérer, indépendamment de la qualité du logement. On a un secteur qui est quand même très fragmenté, le secteur des entreprises de facilities. Beaucoup de petites entreprises, assez peu d'économies d'échelle, assez peu de compétences. Là, il y a peut-être là aussi des politiques publiques à mener pour aller essayer de descendre les prix. Et surtout, ce n'est pas tellement le prix de ces entreprises, c'est la qualité de leurs prestations qu'il faut augmenter.
En face, en bas, parce que là, on n'est plus vraiment dans l'ordre du marché, encore que sur l'accession et la promotion immobilière, on peut l'être, mais c'est l'intermédiation. Donc, le fait, le rapport, le lien entre le maître d'ouvrage et l'occupant du logement, y compris en passant, si je reprends la promotion, en passant par l'accession, par de la location privée, où là, pareil, on a un secteur qui est quand même assez disséminé. Et c'est pas, il y a peut-être des politiques à mener. Alors je sais pas en fait précisément lesquelles, je sais pas celles qui sont menées, mais le fait de décomposer, de suivre la matière et de chercher les coûts en partir de ça, ça nous illustre peut-être qu'il y a des politiques à mener. Et sans doute il y en a quelques-unes. Je sais qu'il y en a dans le PLH. Peut-être il y a encore de l'imagination à avoir. Enfin, on arrive à l'usage. L'usage du bâtiment, c'est quoi? C'est des espaces qui sont occupés et on voit émerger des différentes innovations. Première innovation, ça pourrait être Airbnb, c'est la sous-location. C'est aussi la diversification des usages du bâtiment. C'est aussi de nombreux auto-entrepreneurs qui travaillent chez eux. Et donc, finalement, on pourrait aussi raisonner les logements en disant ils remplissent d'autres fonctions que simplement se loger. Et peut-être là, il y a un gisement qui n'est pas exploré par les politiques publiques, un gisement peut-être pas d'économie, mais de ressources complémentaires pour les occupants des logements. À mon avis, c'est quelque chose dont se sont pas encore saisis les politiques publiques. Au-dessus, vous avez la production d'énergie renouvelable, qui peut être une production pour autoconsommer et donc réduire sa consommation, ses soutirages sur le réseau, baisser sa facture énergétique, mais aussi pour vendre et donc faire arriver des revenus supplémentaires. Et puis en petit, vous avez un soleil. Là, je fais allusion à la capacité des bâtiments à recevoir le soleil. Les ingénieurs nous disent aujourd'hui, avec leur modèle de calcul, que même au mois de janvier, un bâtiment peut recevoir plus d'énergie via le soleil et de façon passive via les baies vitrées qu'il n'en perd via les systèmes de ventilation et via les parois. Donc on pourrait même avoir, et on sait aujourd'hui, construire des bâtiments à énergie positive au mois de janvier. Mais ça nécessite d'avoir des bâtiments qui sont très bien orientés au soleil, qui ont une certaine compacité, qui ont une certaine qualité d'isolation thermique. Et du coup, cette question d'orientation, elle renvoie à la façon de faire de la ville, à la façon de faire de l'urbanisme. Bien sûr, ça ouvre des débats au sein de l'urbanisme sur comment est-ce que, jusqu'à quel point on va travailler les apports en énergie renouvelable des logements. Et là, très clairement, il y a des gisements importants et les architectes qui travaillent sur les bâtiments bioclimatiques les connaissent bien. Et puis, d'autres éléments, je dirais, plus communautaires. Ce qu'on voit se développer, c'est plus de locaux communs qu'on va partager. On va partager les machines à laver, on va partager un certain nombre d'équipements, parfois de façon marchande, je pense aux bâtiments ABC, parfois de façon non marchande, je pense à de l'habitat coopératif, qui vient faire des économies sur les surfaces. On voit aussi des liens, des jardins paysagers, des potagers familiaux, tout ça, qui, dans les familles précaires, vont constituer quand même des apports non négligeables. Et là, on est bien à l'échelle de la parcelle ou à l'échelle de l'urbanisme. Et puis on voit, j'ai mis un formel market, il est assez probable qu'un certain nombre de quartiers en France et de quartiers à Grenoble tiennent économiquement parce qu'il y a une économie informelle autour de la drogue. On en parle très peu. J'aime bien, moi, bousculer, mettre un peu de tabou. Mais ce que l'on sait, c'est que si on avait, par exemple, si on autorisait le cannabis, on se retrouverait à avoir une énorme perte de revenus dans certains quartiers et on ne saurait pas quels seraient les troubles sociaux ou probablement à quel bien l'économie informelle autour du cannabis viendrait se tourner. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on maintient
le cannabis, parce qu'on craint que finalement, on vienne s'attaquer, cette économie informelle vienne s'attaquer aux biens des habitants, et notamment des habitants qui sont extérieurs à ce quartier. Alors, c'est des discussions qui sont absolument pas sur la place publique, mais lorsqu'on discute avec des policiers, on voit bien que cette question-là est une question importante. Voilà, bah, c'est tout ce que, c'est tout ce que j'avais à dire. L'idée, c'est que les marges de manœuvre sont peut-être plus dans cet ensemble d'actions, cet ensemble de politiques, que dans une politique nationale de financement du logement social qui a toute sa place, mais comme l'a j'ai expliqué Jean-Claude Le Drian ce matin, finalement a beaucoup d'inertie et échangé assez peu en fonction d'orientation politique, c'est dire son inertie. Donc les marges de manœuvre se passent peut-être ailleurs. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Ouais. Moi, je me retrouve très bien dans le schéma thèse, antithèse, synthèse. Donc, espace conçu, espace perçu, espace vécu. Donc, qu'est-ce qu'on imagine, comment on le produit et qu'est-ce qu'il en résulte? Alors, je vais répondre à les différentes questions que vous avez posées. Donc, sur la question, effectivement, du levier foncier. Donc, effectivement, jouer sur les taux de production, etc., c'est ce qu'a fait la ville de Grenoble. Donc, aujourd'hui, on est passé il y avait les zones concertées économiques, etc., où on produit, les zones d'aménagement, où là, il y avait la base, c'était 40%. Et aujourd'hui, on a fait passer quasiment l'intégralité de la ville de Grenoble sur des taux entre 35 et 45%. Donc, c'est-à-dire les zones là où on allait produire du logement, on s'est dit, bah, ici, en fait, on va le produire du logement public aussi. Voilà, donc ça a été un levier et ça a été des discussions assez compliquées. Et aujourd'hui, les promoteurs reviennent vers nous en disant mais on va pas s'en sortir, etc. Mais c'est ainsi. Il existe aussi la traduction des Community Land Trust en France, donc les offices fonciers solidaires. Donc aujourd'hui, la métropole en est dotée, et donc ça permet justement de détacher et de faire une minoration foncière conséquente dans l'accession à la propriété. Donc aujourd'hui, on va sur des programmes neufs, mais on se pose la question de comment est-ce qu'on intervient dans le diffus, justement pour être en capacité d'accompagner des copropriétés où on sait qu'il y a des logements vacants. Sur la question très importante justement des facilities, là, voilà, il y a une vraie question aujourd'hui qui se pose sur la métropole, c'est la question des ascenseurs, parc public, parc privé. Aujourd'hui, en fait, voilà, à la base, un ascenseur, il était fait pour monter et descendre. C'était la base de tous les ascenseurs. Aujourd'hui, ils ont tellement de connectivité, de domotique, voilà, d'usage comme ça, qu'on ne sait plus comment faire. Il reste 2 ascensoristes locaux pour intervenir sur la métropole. Tout le reste vient de Lyon. Il n'y a quasiment aucune production de la technologie nécessaire à l'entretien de ça qui est faite sur Grenoble ou sur la métropole. Et donc, il y a un vrai enjeu justement à recréer un tissu juste par rapport à cette question-là. Après, sur l'ouverture du débat sur l'économie informelle, il y a une autre économie informelle qui existe, c'est celle des marchands de sommeil. Et donc, du coup, c'est ça aussi qu'il faut prendre en considération. Donc, nous, on est en train d'étudier au niveau de la métropole et d'instruire le permis de louer, en sachant que, du coup, le permis de louer, c'est-à-dire les personnes qui mettent à la location doivent remplir un certain nombre de critères d'habitat digne, etc. Catégorie F et G, c'est interdit à la location. Mais du coup, se pose une véritable question. On a 2 quartiers, par exemple, sur le centre-ville de Grenoble, le quartier Beria, où on sait que ce sont des petits propriétaires issus de l'immigration algérienne et marocaine voilà, et qui sont des propriétaires modestes, et donc qui mettent à la location. Et donc, on sait parfaitement que si on met un permis de louer, on risque d'avoir une revente directement du quartier, donc justement une gentrification rampante sur ce territoire, et du coup un non-maintien de la population telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Il y a un autre secteur sur le permis de louer où il me semble intéressant de travailler, c'est tout justement les logements qui sont à la location étudiante à la sauvette, qui sont dans le centre-ville de Grenoble, et qui logent des étudiants dans des conditions parfois à la limite de la dignité. Ensuite, sur la réflexion sur la légalisation ou pas, moi je le dis clairement en fait, c'est que s'il y a de la vente, c'est qu'il y a des consommateurs. Et donc le problème, il n'est pas forcément endogène au quartier, il est exogène au quartier. Donc après, la question est de considérer comment est-ce qu'on voit la légalisation. Est-ce qu'on voit la légalisation simplement pour le consommateur ou pour celui aussi qui
générer ce flux. Si après une politique de légalisation de l'économie informelle est accompagnée d'une politique de réinsertion pour les personnes et les jeunes des quartiers qui ont cramé leur vie pour 600 € à la sauvette, ça a du sens. Si c'est pour faire en sorte que ça soit le bourgeois de Mélan ou autre, ou à Saint-Imier, etc., qui investissent pour créer son propre réseau comme ça a été fait aux Pays-Bas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que du coup, on aura une génération qui sera allée dans le mur pour rendre un besoin de consommation qui existe. Et du coup, en fait, ils se seront retrouvés doublement pénalisés, justement, sans ressources économiques. Donc la question est juste l'intégralité de ça, de cette question de la consommation, mais c'est très intéressant. Et il reste un dernier levier aussi qu'on a demandé, donc c'est l'encadrement des loyers au niveau de la métropole. Nous, on aurait préféré que l'encadrement des loyers soit basé sur non seulement les prix du marché privé, mais aussi du marché public, ce qui aurait fait automatiquement plonger l'intégralité des loyers, mais bon, on est toujours dans cette logique marchande. Et aujourd'hui, se dessinent au niveau français des revendications pour encadrer justement le prix du foncier, en disant qu'en fait, aujourd'hui, on atteint des niveaux qui sont inimaginables. Il y a la question aussi de la pollution des sols, où en fait, c'est jamais rentré dans la comptabilité. Et en fait, il y a des demandes pour que ça rentre dans la comptabilité, en disant, du moment que c'est pollué, il y a quelqu'un qui doit dépolluer. Et donc, du coup, en fait, il faut que le prix du foncier descende. Et on sait que sur la métropole, il existe beaucoup de friches industrielles où on peut produire du logement. Mais quand on commence à faire les prises au sol, on se dit, oh, là, on va peut-être pas aller sur ce site parce qu'il va nous falloir 600 000 € pour dépolluer tout le site. Il y a des véritables questions qui se posent dans toute la chaîne de production. Voilà, donc je propose d'amener la discussion aussi sur les questions donc de la prise en compte des habitants et plus particulièrement des locataires du parc social et des relations, sur les relations entre bailleurs, notamment bailleurs sociaux et leurs locataires. Donc, aussi, bien sûr, en lien avec cette question de la précarité énergétique et de la rénovation du parc. Voilà, donc sur ces questions-là, donc je vais d'abord repasser la parole à Michel Daran qui va parler de l'expérience de l'association Un Toit pour tous, donc l'expérience de cette agence immobilière à vocation sociale. Et ensuite, donc à Tijn Kroon qui est doctorant du réseau Ridwell à TU Delft. Et à Marine Bourgeois, donc, qui est maîtresse de conférence à Sciences Po Grenoble et chercheur au laboratoire PACT. Oui, merci. Moi, très rapidement, pour rester sur le terrain des pros professionnels du logement, Un Toit pour tous, c'est une association avec plusieurs outils, si je puis dire. L'agence immobilière à vocation sociale, donc, qui gère des logements, mais c'est aussi une foncière solidaire qui achète des logements. Et enfin, c'est l'Observatoire de l'hébergement et du logement dont on parlait tout à l'heure, qui fait des études, qui interpelle, qui sensibilise sur la question du mal-logement. Nous sommes des partenaires de la Fondation Abbé Pierre, donc on est dans cette ligne-là de la question de l'insertion des plus fragiles par le logement, l'idée que quand on a un toit sur la tête, on peut commencer à penser à son avenir de façon plus sereine que si on est dans la rue ou si on est hébergé chez des tiers. Voilà. Les conditions du mal logement, être mal logé, c'est pas uniquement être sur le trottoir, dans la rue, assis par terre. Ça peut être aussi connaître des conditions très difficiles et ne pas être chez soi. Voilà, donc, petite parenthèse introductive pour qu'est-ce que c'est que le mal logement. Donc, Un Toit pour tous, je vais parler de la relation aux locataires parce que nos locataires, c'est du logement très social. Nous sommes un bailleur très social. On est le premier producteur de PLAI très social du département, voire de la région. C'est-à-dire qu'on a 750 logements à peu près, qui sont loués aux environs de 5 € le mètre carré. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est quoi ces logements ? Ces logements, ils sont
il y a une grosse partie de ces logements qui appartiennent à Un Toit pour tous développement, donc qui est la foncière solidaire, et une autre partie, 250 logements environ, qui nous sont confiés par des privés, par des propriétaires solidaires, des gens comme vous et moi, c'est-à-dire qui sont propriétaires d'un logement et qui souhaitent confier ce logement à l'agence immobilière à vocation sociale, sachant qu'ils ne loueront pas le logement à 10 € ou 12 € le mètre carré, mais à 5. Alors, ils ont des petits avantages fiscaux là-dessus, bien sûr, parce que voilà, vous pouvez beaucoup déduire vos gains immobiliers de votre revenu. Bon, mais c'est quand même une démarche. On gagne moins d'argent lorsqu'on est un bailleur très social que quand on est un bailleur ordinaire. Donc, la garantie qu'ont ces propriétaires privés, c'est que les ménages qui rentrent dans ces logements sont accompagnés. Et d'où agence immobilière à vocation sociale. Les 80% des ménages qui sont dans nos logements sont locataires en titre, hein, ils ne sont pas dans une situation d'hébergement. Les 20% qui restent, oui, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas locataires en titre, ils sont dans le cadre d'une intermédiation locative, donc c'est des termes un peu compliqués, qui veut dire que c'est nous qui sommes, les bailleurs, c'est nous qui sommes les locataires et nous louons à des résidents. Enfin bon, je passe sur les questions techniques. Ce sont des ménages qui sont dans un parcours social beaucoup plus accompagné. Mais 80% de nos locataires bénéficient de la GLA, gestion locative adaptée. Ça veut dire qu'il y a un travailleur social qui a en charge d'être le correspondant de ce ménage, qui l'aide à rentrer dans le logement, ensuite qui le suit, mais de façon, comment dire, comme ferait une agence immobilière très attentive à ses locataires. Hein, il y a pas, ce sont des travailleurs sociaux certes, mais il n'y a pas d'intrusion ni de contrôle. Voilà, on n'est pas dans une mesure éducative ou des choses comme ça. Hein. Et puis interviennent sur ces ménages. Alors, qui sont nos ménages? Je vous le dis très rapidement. Pour 40% de nos ménages sont aux minima sociaux. Hein, c'est-à-dire, voilà, RSA, allocation adulte handicapé, etc. Un tiers ont des emplois avec des ressources très modestes. Et la moitié de nos ménages ont entre 30 et 50 ans. Donc, vous voyez, on n'a pas de population cible particulière, des jeunes, des personnes âgées ou des populations très défavorisées. On est vraiment sur les populations défavorisées, le dernier décile des revenus français. Voilà, je m'étendrai. Et puis bon, un tiers famille monoparentale, bien sûr, un tiers de personnes seules et un quart de couple avec enfants, 2000 personnes logées, 1000 enfants, hein, 650 ménages. Voilà. Donc, par rapport à notre sujet, on peut regarder l'action d'Un Toit pour tous sous deux aspects. D'abord, comment, je vous ai dit qu'il y a des propriétaires qui nous confient leur logement, pour 250 d'entre eux. Les 500 autres logements, ce sont des logements que nous acquérons. Nous les acquérons comment? Nous les acquérons, comme on appelle ça, dans le diffus. Ce sont des logements qui sont dispersés dans toute la métropole et même au-delà. Ils se concentrent beaucoup à Grenoble, mais il y en a dans beaucoup de communes de la métropole. Il y en a dans le Voironnais, il y en a dans la Bièvre, il y en a dans le Grésivaudan, pas beaucoup, un petit peu. Donc, nous achetons des logements avec un prix bas, si possible, de l'ordre de 50, 60, 80 000 euros. Nous faisons des gros travaux de réhabilitation. En moyenne, un logement nous coûte entre 150 et 200 000 euros. Et ces travaux de réhabilitation, bien sûr, et depuis l'origine, c'est-à-dire Un Toit pour tous a une trentaine d'années, depuis l'origine, on a travaillé à les remettre aux normes, donc aux normes énergétiques.
Donc, voilà, on changeait toutes les fenêtres, on veillait à ce qu'il y ait un chauffage performant, etc. Je vous parle d'il y a une vingtaine d'années. Maintenant, depuis une dizaine d'années, on est complètement branché sur la question énergétique. Alors là, depuis 2 ans, n'en parlons pas, parce que pour nos ménages, la question des charges est quelque chose de très lourd. Vous savez que, enfin non, vous savez pas, mais je vous le dis, nos ménages, le loyer est pris en charge aux 2/3 par l'allocation logement, mais pas les charges. Donc, les charges, les fluides, le chauffage, la consommation d'eau aussi, etc., c'est eux qui la payent. Hein. Il n'y a pas d'allocation logement pour les fluides, même quand c'est très social. Donc, nous avons une attention très particulière à cette question de la performance énergétique des logements que nous rénovons. Et l'autre aspect dont je vous parlais, donc ça c'est l'aspect bâti, hein, sur lequel Un Toit pour tous intervient obligatoirement du fait de la constitution de son parc au coup par coup, hein, à l'unité, chaque fois on rénove. Et puis le deuxième aspect sur lequel éventuellement, enfin qui rentre dans la problématique de ce séminaire, c'est le bien habité. Et le bien habité pour les populations, comment dire, dont je disais tout à l'heure que la question énergétique, c'est pas forcément leur premier souci, quoi, hein. Ils ont bien d'autres soucis. Nous avons aussi dans nos ménages des populations de migrants, dont le premier souci, c'est d'arriver à stabiliser leur situation administrative. Bon, c'est pas la majorité, bien sûr, mais nous en avons une centaine. Donc, lorsqu'on vient leur dire, voilà comment il faut vous servir de la chaudière, voilà comment il faut éviter de faire ceci ou plutôt faire cela, il y a une éducation au bien habité que nous, là aussi, dans la mesure où nous avons cet accompagnement social qui est inhérent au logement, enfin l'attribution du logement, nous le faisons depuis très longtemps et nous le faisons d'autant plus aujourd'hui. Nous le faisons d'autant plus aujourd'hui que les conditions depuis 2 ans du renchérissement énergétique, je perds ma voix, donc je vais m'arrêter, du renchérissement énergétique sont devenus un véritable souci pour les professionnels qui accompagnent les ménages. Voilà, je pourrais éventuellement répondre à vos questions. Je vais simplement dire que nous sommes un bailleur très social, nous avons des ménages défavorisés, voire très défavorisés. Nous sommes bien sûr accompagnés par la puissance publique. Vous pensez bien qu'on n'achète pas un logement 80 000 euros et on le retape pour 50 000 euros avec notre petit porte-monnaie. Nous avons des fonds propres, nous aussi, mais nous avons l'État, la Fondation Abbé Pierre, la métro, le département de l'Isère, oui, et les communes sur lesquelles nous construisons pas de logements, sur lesquelles nous réhabilitons les logements qui nous financent. Voilà. Donc c'est une façon, comment dire, très accompagnée de gérer la transition énergétique, mais nous sommes avec les mêmes problèmes que tous les bailleurs sociaux. Nous avons quand même un grand mur devant nous. Et pas très isolant, malheureusement. Merci Michel, on va finir sur cette métaphore pour l'instant. Time, Marine? You can choose. Yeah, sure. Thank you very much. Feels a bit surreal with the headphones on. Also feels like home right now because I currently live for 2 months in Brussels. Where the debates are not in 2 languages but in 27, so that's even more complex. But yeah, to follow up on the previous speaker, it is very true that the burden of energy costs weigh heaviest on people with lowest incomes, often tenants in Western or in European countries. And the thing I would like to reflect on a little bit is the fact that basically the right to good quality, affordable housing is now very much entangled with the right to sufficient energy to basically participate in society.
and live a healthy life. And I think another previous speaker referred to the fact that sufficient energy does not only consist of heating, but also of cooling, especially in Mediterranean European countries, and especially when climates in the whole of Europe will go up due to climate change. So the fact that these two are entangled means that people in energy inefficient homes are the most vulnerable during this energy crisis. And therefore, the tensions between the two are existent and more obvious than ever. So in my research project, I'm looking at vulnerabilities. So I'm trying to find out where these risks are, what characteristics are the drivers of vulnerability in this regard. And the ecological transition that we discussed today is transformative. And I think everyone should realize that this transition has winners and losers, and that in a just transition, we also think of who's currently losing. And I think that's quite obvious also today. And besides vulnerability, I'm also more and more looking into responsibility in this crisis and in this transition. And yesterday I gave a presentation about an upcoming paper we are currently preparing about the role of social housing providers in this regard. So in a lot of countries, a significant share of the households in or at risk of energy poverty lives in social dwellings. And therefore, the thing we try to explore is which role can social housing providers, landlords, social landlords, take up in this energy crisis? Would this be go on how they're doing right now and trying to retrofit as soon and as cheap as possible, basically approaching retrofits as a business case? Or could they go even beyond that and not only look at investments in the most cost-efficient way, but also in a fair way? Because that would then account for different choices, different policies of these actors. So yesterday I discussed short-term measures, which really are crisis measures such as energy coaching, so-called fixed teams. So that's people going door to door and implementing small-scale measures. Even warm hubs, so that's basically common rooms where people can gather, enjoy the heat during winter, but also hear from energy coaches how they could basically behave more efficiently. But I was also talking about more structural measures that social housing providers could take, for instance, to prioritize retrofits there where they're most needed. For instance, to set rents in a way that people at risk of energy poverty do not only bear the cost of these energy prices, but also bear the cost of high rents. Or at the very start of a tenancy, and I think the next speaker is also going to refer to that, allocation policies of social housing providers. So with the current policy mix, for instance, in the Netherlands, but to a lesser extent also in the other countries we looked at, France and the UK. Right now, there's a policy mix that basically means that social housing providers allocate the poorest insulated homes to the lowest income households. That is very unwelcome and probably unintended, hopefully unintended, outcome of a policy mix. And that's something we should all look at. So that's where I wanted to end at, basically saying that all our organizations, we should all look at what our role within the just transition is, and we should all think about who's currently winning and who's currently losing, and try to balance that, try to support the people in need, and try to make this a just transition. Thanks.
Thank you very much, Tyne. Marine, tu vas Oui. apporter des éléments complémentaires. Complémentaire. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc je m'excuse de ne pas avoir pu assister au colloque hier. J'ai malheureusement pas pu me libérer, mais je suis sûre que vous avez eu des échanges très fructueux. Alors moi, j'ai travaillé en fait dans le cadre de ma recherche doctorale sur les processus d'attribution des logements sociaux, comme ça a été dit. Et c'est vrai que intervenir sur la question de la transition écologique, pas particulièrement naturelle, hein, c'est pas un sujet, c'est pas une thématique sur laquelle j'avais particulièrement réfléchi avant l'organisation du colloque Redwell. Donc, je vais vous livrer quelques-unes de mes réflexions, mais qui sont bien sûr à discuter. Alors, je me suis dit, bon, quels sont les leviers en fait dont disposent les bailleurs sociaux, les organismes HLM pour agir en matière de transition écologique. Alors, bien sûr, on l'a déjà évoqué, il y a la question des actions de réhabilitation, de mise aux normes du bâti afin de réduire la consommation d'énergie. Ce qui soulève, ça a été également dit, hein, des questions liées au niveau d'aide publique et des enjeux d'investissement sur la manière dont on peut appuyer ces actions de réhabilitation. On sait que par ailleurs, hein, aujourd'hui, installer chaudières et radiateurs, hein, ça coûte de plus en plus cher, ça coûte plus cher, ce qui rend encore plus difficile les réhabilitations qui sont nécessaires. Localement, Adriana l'a rappelé, et ça a été dit lors des événements de l'association Un Toit pour tous, à Grenoble, les bailleurs sociaux ont effectué un véritable effort de réhabilitation de leurs logements. C'est 2000 logements qui ont été réhabilités par an, avec des baisses de consommation significatives, pouvant aller jusqu'à 40%. Alors, ce n'est pas suffisant. Ça a été dit aussi, mais on sent qu'un effort a été fait. Et d'ailleurs, on compte que 3% de logements de type F et G au niveau de la métropole grenobloise, contre 18% dans le parc privé. Donc en fait, on vous parle du parc social parce que c'est le parc qui accueille, qui est supposé en tout cas accueillir les ménages supposés, hein, parce qu'on sait que les ménages les plus défavorisés sont en réalité dans les copropriétés privées dégradées. Mais c'est aussi, en fait, c'est l'arme des collectivités, des pouvoirs publics, donc c'est le parc sur lequel il est le plus facile d'intervenir et d'agir. C'est beaucoup plus compliqué sur le parc privé. Par ailleurs, juste un petit mot sur les aides qui sont fournies par la puissance publique, justement pour appuyer la rénovation énergétique. C'est un point qui a été relevé par la Cour des comptes récemment. Ce sont des aides qui sont très peu redistributives, puisqu'elles touchent en premier lieu les plus riches, les petits propriétaires ayant beaucoup plus de difficultés à se saisir de ces aides à la rénovation. Si on voulait avoir une taxation des plus gourmands en énergie, il faudrait aussi essayer de réfléchir en fonction du bilan carbone, ce qui pose, à mon avis, des enjeux de justice sociale, environnementale, qui sont importantes. Alors, les plus riches consomment le plus, et c'est pas vraiment au niveau du logement que ça se traduit. Ça va être davantage sur la question des déplacements. Et donc, ça rejoint un petit peu ce que disait Adriana tout à l'heure. Il faudrait aussi essayer de raisonner de manière plus globale en intégrant la question du logement dans des configurations socio-spatiales plus larges. Bref. Les pauvres sont plus dépendants sur le plan énergétique, ça on le sait. Et donc un premier levier, c'est la réhabilitation. Mais je ne suis absolument pas spécialiste de cette question-là, donc je vais passer aux deux leviers suivants que j'ai identifiés. Les deux leviers suivants sont l'accès et le maintien dans le logement. Alors je connais un petit peu mieux la question de l'accès au logement, puisque la question de l'accès au logement social s'appuie notamment sur les politiques d'attribution des logements sociaux. Et là encore, on l'a dit, la hausse des prix de l'énergie touche tout spécifiquement les ménages les plus en difficulté, dont le pourcentage de dépenses contraintes, et là je reprends la terminologie de Un Toit pour tous, dépenses contraintes donc liées à la fois au paiement du loyer, mais aussi et surtout en fait aux charges en matière d'eau et de chauffage, représentent près de 70% de leurs revenus. Donc ce sont des dépenses incompressibles en fait. Donc plus ces dépenses contraintes incompressibles augmentent, et évidemment plus les risques d'impayés de loyer sont élevés. Alors dans le cas en France, il y a eu une hausse des minima sociaux, il y a aussi
des hausses de l'aide au logement, de l'APL, mais et là aussi, des études montrent bien que ces hausses de minima sociaux et d'APL absorbent finalement très peu la hausse des prix de l'énergie et des charges. Pour des raisons qui ont été rappelées par Michel, hein, c'est que les aides au logement, l'APL, couvrent très peu en fait les charges locatives. Et sur la question des charges locatives, qu'a fait le gouvernement français au cours des 2 dernières années? Il a mis en place des chèques énergie. Qui sont en fait des aides un petit peu exceptionnelles. Donc c'est nécessaire, mais c'est probablement pas suffisant. Et ça pose là aussi la question de la pérennité en fait de ces dispositifs gouvernementaux. Donc dans un rapport très récent du Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, Pierre Madec, qui est un économiste qui travaille à l'OFCE, en appelait une réforme en fait plus fondamentale de l'APL et une réflexion plus globale en fait sur ce qu'il appelle la quittance globale qui intègre donc les charges. Les charges, c'est en effet un enjeu central parce que l'augmentation des charges précipite certains ménages les plus pauvres dans des situations de précarité énergétique. Donc, je rappelle juste que la notion de précarité énergétique, elle a une définition légale dans le droit français. Elle a été définie suite au Grenelle de l'environnement de 2007. Elle renvoie à la situation de ménages qui consacrent plus de 10% de leurs revenus au paiement de leurs factures d'énergie. Et à côté de la notion de précarité énergétique, on pourrait mobiliser une autre notion qui est la notion de vulnérabilité énergétique, qui fait écho à la notion de vulnérabilité résidentielle, hein, dont on parle dans les études urbaines, qui désigne une situation plus mobile, une situation plus fluctuante dans le temps, et qui renvoie au risque en fait de tomber dans la précarité énergétique. Donc, ça désigne en fait des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, mais qui risquent de le devenir demain. Donc ça, cette question de la vulnérabilité résidentielle, elle a été très fortement travaillée par une chercheuse qui s'appelle Lise Desvallées, qui est géographe et qui a soutenu en 2019 une thèse sur cette question de la vulnérabilité résidentielle en France en Espagne et au Portugal. Elle a fait une comparaison entre Barcelone et Porto avec des résultats fort intéressants. Sur la question de l'accès au logement social, ce qui était intéressant, c'est que là, moi, dans le cadre de ma thèse de doctorat, en travaillant sur les politiques d'attribution des logements sociaux, l'un des résultats je ne suis pas la seule à l'avoir montré, mais voilà, un des résultats que j'ai montré, c'est que les organismes de logements sociaux cherchent en fait à prévenir, à anticiper et prévenir les risques. Alors, les risques locatifs, ça peut être des risques en termes de troubles de voisinage, mais aussi en fait des risques d'impayés de loyer. Et donc, ils vont chercher pour cela à maîtriser le taux d'effort des ménages pour anticiper ce risque d'impayé et ainsi sécuriser au maximum l'entrée dans les lieux. Cette sécurisation, elle peut passer, par exemple, par le fait de privilégier du chauffage collectif au chauffage individuel. Parce qu'il y a l'idée que l'individualisation de la consommation, en fait, on remet les clés aux ménages. Les ménages ont des marges de manœuvre et s'il y a des mauvais usages d'une certaine façon des équipements d'eau ou de chauffage, en fait, ça risque de les mettre en difficulté. Donc, pour prévenir ces dépenses, cette explosion de la facture d'énergie, les bailleurs sociaux avaient tendance en fait à privilégier des logements de type chauffage collectif. Donc des logements aussi, souvent dans des grands ensembles, des logements, pas des logements neufs en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une loi en 2015, la loi Royale, hein, qui rendait obligatoire le fait d'individualiser la consommation d'énergie, donc que dans chaque logement, il y ait des compteurs individuels. Et ce qu'on voit, c'est que dans la majorité des cas, hein, je parle sous votre contrôle, mais il n'y a pas encore en fait véritablement d'individualisation de la consommation d'énergie. Donc ça, c'est un enjeu qui peut en fait freiner l'accès au logement social des ménages les plus démunis dans cette logique des bailleurs sociaux d'anticipation des risques. C'est pas pour leur jeter la pierre, hein, mais les bailleurs sociaux sont aussi des acteurs, c'est des acteurs sociaux, mais c'est aussi des acteurs économiques, et donc il y a un enjeu pour eux de récupérer leur loyer.
Enfin, les loyers, pas leurs loyers, les loyers. Et puis, donc, à côté de cet enjeu de l'accès au logement, il y a après la question du maintien dans les lieux, du maintien dans le logement. Et là, alors quand je faisais ma thèse de doctorat, donc c'était au début des années 2010, j'ai fini mon terrain de recherche en 2015, j'observais les porte-à-porte, les formations, des actions justement d'éducation, de sensibilisation sur l'énergie pour les locataires, qui ciblaient en fait les locataires dans les résidences neuves. On livrait un bâtiment et puis quand on livrait le bâtiment, on leur expliquait comment faire fonctionner la chaudière, la VMC et tutti quanti. Voilà, exactement. Et donc en visionnant notamment les webinaires proposés par l'association Un Toit pour tous, l'un d'entre eux portait précisément sur cette question et donnait la parole aux bailleurs sociaux. Et ce qui ressort de ce webinaire, c'est une sacrée montée en compétence en fait des organismes HLM sur ces sujets depuis 2015, puisque de nombreux organismes ont internalisé cette compétence. Ont développé des partenariats avec des acteurs associatifs. Donc, c'est des compétences techniques, mais c'est aussi des compétences en matière d'accompagnement social des ménages. Et là, un seul exemple, la SDH, qui est un bailleur social local, a développé un MOOC. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les MOOC, c'est les cours en ligne, en lien avec une association, pour expliquer en fait aux ménages à la fois comment gérer le chauffage, comment lire la facture d'énergie, mais aussi comment trier les déchets, ça leur permet, donc c'est un service gratuit pour les locataires et de leur aveu, ça permettait de toucher un nombre plus grand de locataires. Donc il y a ça, il y a également d'autres outils de sensibilisation qui ont été mobilisés. Par exemple, des plateformes de précarité énergétique qui permettent d'identifier les ménages en situation de précarité énergétique. Parfois, certains ne le savent même pas qu'ils sont en situation de précarité énergétique, pour aller les chercher, faire un diagnostic de leur situation et puis ensuite les sensibiliser ou les former aux éco-gestes. Ça passe aussi par la création de nouveaux métiers. Il y a, chez la plupart des bailleurs sociaux, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des économes de flux. Moi, je ne savais pas trop ce que c'était, mais bon, du coup, j'ai regardé. Donc, ce sont des professionnels qui ont une formation technique et qui sont associés à la fois au moment de la conception du bâtiment, mais aussi au moment de la réception des équipements, justement pour bien apprendre à se servir de la chaudière, du chauffage, etc., etc. Avec l'idée en fait de développer au sein des organismes HLM une véritable culture de la sobriété. Là, je cite les bailleurs, une véritable culture de la sobriété pour permettre en fait que, parce que le discours, l'idée c'est de dire c'est pas suffisant de réhabiliter les logements, de faire de la rénovation thermique si les ménages ensuite n'utilisent pas correctement les équipements. Alors, cette question, moi, je trouve ça intéressant, là, avec un regard de chercheuse en sciences sociales, parce que c'est quand même une approche qui est sans doute nécessaire, mais qui me semble assez individualisante, en fait, et aussi responsabilisante. On responsabilise le locataire, ce qui rejoint un petit peu les discours de nos chefs d'État et de gouvernement. Ça, on est enregistré, ouais. Quand on nous dit de lutter contre d'essayer de réduire notre facture énergétique en mettant des cols roulés et des pulls, c'est pas, on peut s'interroger. Par ailleurs, je me suis aperçue en faisant quelques recherches que la consommation des pauvres était surétudiée. C'est-à-dire que dans la littérature internationale, il y a un très grand nombre d'études sur la manière dont on peut faire des économies quand on est pauvre, sur comment gérer un budget. Mais à l'inverse, la consommation des riches, et comment celle-là, on peut la diminuer, ça fait l'objet de beaucoup moins de réflexions et de travaux. Or, on sait que les riches consomment plus. Donc, ça pose, à mon avis, de manière assez évidente, la question des questions de justice, en fait, ici. Et une question peut-être plus globale, et je terminerai là-dessus, la question du droit à l'énergie, enfin ce que certains appellent le droit à l'énergie. Alors, d'après Lise Desvallées, il existe plusieurs formes d'exercice du droit à l'énergie.
Ça peut passer par l'interdiction des coupures d'énergie pour les ménages les plus précaires, ce qui pose en creux la question de la négociation de la dette. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette question de la précarité énergétique des plus démunis, elle fait l'objet actuellement d'une politisation de plus en plus forte. Politisation, c'est-à-dire l'idée que ce problème privé, qui concerne en fait la manière dont les ménages gèrent leurs factures énergétiques chez eux, tend à devenir un véritable problème public, politique, porté par des acteurs de la société civile, par des associations, par des mouvements sociaux. En France, on peut penser à la Fondation Abbé Pierre, à l'Observatoire national de la précarité énergétique, au travail de certains chercheurs comme Lise Desvallées, à l'instauration d'une journée nationale de lutte contre la précarité énergétique, c'était le 24 novembre dernier. Et puis, des débuts de commencement de réponses. Et là, on peut se tourner vers nos voisins européens. En 2015, il y a eu une initiative législative populaire qui a donné lieu à une décision du Parlement de Catalogne d'interdire précisément les coupures d'énergie pour les ménages considérés comme les plus vulnérables. Il y a un ensemble de factures qui n'a plus été payées, ni par les collectivités locales, ni par le ménage, et qui sont devenues des dettes. Aujourd'hui, il y a 40 millions de dettes en Catalogne, de ménages qui sont incapables de payer leurs factures énergétiques, et on ne sait pas très bien qui va prendre en charge ces factures. Donc, avec cette idée que les pauvres, en fait, expérimentent déjà la sobriété et que c'est une sobriété qui est contrainte, on ne peut pas tellement leur en demander davantage. Ce mouvement, il s'appuie aussi sur des mouvements d'empowerment énergétique. L'idée qu'il faut aider les ménages à mieux comprendre leurs factures d'énergie, à mieux maîtriser leur consommation pour mieux réduire leurs factures, avec des expérimentations qui sont pour certaines très peu politisées, mais qui pour d'autres le sont beaucoup plus et qui sont beaucoup moins individualisantes et qui s'opèrent davantage au niveau du collectif. Et là, je pense actuellement, il y a un mouvement en Grande-Bretagne qui est le mouvement Don't Pay et qui est un mouvement de grève des factures énergétiques de gaz et d'électricité en Grande-Bretagne. C'est un mouvement qui est vraiment à la croisée des mobilisations contre la vie chère et des mouvements écologistes. Et l'objectif, c'est d'interpeller les pouvoirs publics et donc de constituer le foyer domestique en un véritable espace de résistance. Donc ça pose la question de la manière dont on peut aussi politiser le fait de consommer. Voilà, c'est une note un peu, je sais pas, positive, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je voulais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup oui, bien sûr, des réactions. For a great presentation. I want to respond on a couple of things, actually. Something I forgot in what I said just now was a very good reaction from Frans Bauer, who was in the audience yesterday when I presented that paper, talking about responsibility, because he referred, he said, is this a responsibility of the social housing provider, or where does the state come in? It is the national governments that have liberalized energy markets from the 70s onwards. First in Chile, then the UK, then the US, and then the rest of Europe, and soon perhaps even the whole world. And without a lot of social arrangements, there's a social tariff, for instance, in France, and I think 7 or 8 other European countries. There are a variety of smaller social arrangements, but they are not shielding sufficiently to actually protecting people in this energy crisis. And for instance, the price cap in France is, it is shielding households to some extent, but then when it comes to social housing providers, who have block heating, collective heating, these count as one energy contract, so they don't, they're not covered under this price cap to a large extent, which is something I find incredible, because, as we said earlier on, social housing providers are accommodating lower income tenants who then bear the cost of this poor design.
You were also saying that, and that is something that is studied quite much, that higher income households are using more energy, which makes price caps, in the end, regressive policies, because we are subsidizing energy in a non-targeted way. That means that we spend more on higher income households than on lower income households. I'm not saying that price caps are generally a very bad idea. I mean, at some point you have to do something, but this could be done in a more targeted way, I believe. I think in Adriana's presentation, you referred to the rebound effect, or I think not explicitly, but basically the fact that after retrofits, energy consumption didn't go down as much as was expected, which basically relates to what you were saying about behavior, and it's important, but it also becomes a little bit, it can become a little bit paternalistic in a way, you know, and it individualizes the problem, and it also, you know, could also relate to the fact that people were rationing on energy quite a bit, and because of a better insulated home, they're now using more energy. And I also want to relate to what Marietta was presenting, Marietta Hafner, on affordability and on indicators for energy poverty, which are often used. Most often on they basically refer to the ratio between someone's energy expenditure and someone's income. But what that doesn't take into account is that people are rationing on energy. So some people are actually afraid to put their heating on. So they are then not counted as energy poor when you use those kinds of indicators. Those were some points that I wanted to add. So thank you very much to all the participants, and thank you also to all the conference participants for staying until the end and taking part in all the discussion. And so this is the end of this first Readwell conference. And yeah, thank you very much to all. And thank you, Adriana. Thank you.